Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo journalière du 1er février. Aujourd'hui on se retrouve avec une journée dans le rouge, on va voir, il y a eu pas mal de mauvaises nouvelles. On va faire le tour de toutes ces news et des price action de quelques cryptos qui sont assez intéressantes. On se retrouve comme d'habitude avec la map des cryptos où on voit que la majorité est dans le rouge, surtout FTT et Jup qui a été l'airdrop sur la blockchain Solana. FTT, il y a une grosse manipulation, il me semble à la nouvelle, bon, je les ai mises sur Twitter. Mais il y a une bonne nouvelle, il me semble que c'était que tous les créanciers allaient être remboursés à 100%, donc super bonne nouvelle. Et ensuite, on a eu la mauvaise nouvelle que l'échange n'allait pas être relancé. Du coup, sur la FTT, c'est monté et ensuite, ça s'est tapé à moins 50% extrêmement rapidement. Niveau Bitcoin et Ethereum, Bitcoin est au-dessus des 42 000 $, ça n'a toujours pas bougé, enfin très peu. Ethereum, toujours pareil, on est autour de 2200 $ avec des volumes qui sont assez importants. Malheureusement, ils sont à la baisse. On commence directement avec Twitter, avec un hack de XRP, de quelques comptes de XRP, avec un, un montant, une somme volée de quelques centaines de millions de dollars, enfin, voilà, 100 millions de dollars en XRP, donc 200 millions de XRP. Et de manière un peu plus générale, moi je pense que c'est un des problèmes, c'est une des failles de sécurité lorsqu'un projet est centralisé comme XRP, parce que c'est un projet qui est centralisé. De 1, bah, c'est pas très sécurisé, va hacker le wallet de Satoshi Nakamoto, tu vois, c'est impossible alors que tout le monde le connaît. Dans le cas d'une blockchain qui est centralisée, bah, c'est possible. Et ensuite, par exemple, je ne sais pas encore une fois la véracité de ces faits, mais apparemment, le fondateur de XRP, c'est même extrêmement probable, et c'est pour ça que c'est un des critères les plus importants pour moi lorsque j'investis dans une crypto. Mais donc, le fondateur de XRP a plus de 5 milliards de jetons. Enfin, c'est énormissime, ça représente 2 ou 3 milliards au cours actuel, donc ça fait x5, x10, ça représente une dizaine de milliards de dollars, c'est énormissime, et c'est simplement des jetons où il n'a rien donné contre ça. Il s'est juste donné dans une ligne de code, et c'est pas comme bah, des centaines de bitcoins que tu as dû accumuler avec le minage, tu as dû dépenser de l'énergie pour les avoir, par exemple. Et je pense que c'est pour ça que moi, un projet a beau être excellent, tant qu'il n'a pas des très bonnes tokenomics, j'aurais toujours peur de ça, j'aurais toujours peur de la centralisation du pouvoir des tokens, comme des fondateurs, et c'est pour ça que des tokenomics, des projets où ils se mettent 10%, enfin même pas, 40% de marketing, 15% de trésor de guerre, 20% de ça, de machin, machin, machin. Au final, moi, c'est vraiment un red flag pour moi, ce genre de tokenomics. Ensuite, on a Khan Academy qui nous partage la news que FTX 2.0 n'aura pas lieu, l'échange ne sera pas redémarré. Il y en a plein qui disent, j'ai vu pas mal qui disaient, ouais, mais c'est évident qu'ils allaient mettre de l'argent sur FTX tout. Moi, franchement, je ne pense pas comme eux. Je pense que si FTX avait été redémarré, bah, ça aurait été l'exchange le plus sécurisé au monde, parce que tous les regards auront été portés sur eux et ils auraient jamais pu faire un seul pas de travers. Donc franchement, est-ce que c'était une évidence qu'il n'allait pas être relancé? Pour moi, ça ne l'était pas. Et est-ce que c'est une bonne chose qu'il ne soit pas relancé? Pour moi, encore une fois, ça ne l'est pas forcément. Ensuite, on a encore Khan Academy qui nous partage Tether, donc c'est l'entreprise derrière le USDT, hein, qui déclare 2,8 milliards de dollars de bénéfices au dernier trimestre de 2023. C'est astronomique, c'est vraiment surréaliste. Et enfin, ça, on le sait, c'est une machine à cash. Et franchement, lorsqu'on a vu passer quelques articles avec un peu du FUD sur l'USDT, et ben là, ça vient clairement remettre les pendules à l'heure. Et c'est une cash machine de dingue. Ils achètent du Bitcoin, ils gèrent très bien leur trésor. Donc ça vient contrebalancer en fait tout le FUD qu'on avait eu, enfin tout le FUD, je sais qu'on a eu énormément, le petit FUD qu'on avait eu pendant quelques semaines, pendant les dernières semaines, et bah, ça rassure énormément. Et franchement, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a eu ce jeu d'équilibriste avec tout le FUD, les gens qui disaient que c'était des arnaqueurs, qui n'avaient pas assez de collatéral, etc., etc. Et ensuite, bah, toutes les bonnes nouvelles qui, à chaque fois, les preuves que c'est absolument une cash machine, et au final, ça tient l'équilibre. Et pour l'instant, bah, l'USDT, malgré toute la peur qu'il y a eu sur eux à travers les nombreux bear markets qu'ils ont connus, et bah, finalement, ils sont toujours debout. Et ça, pour moi, c'est un argument de force, parce que je prends l'exemple simplement de FTX. FTX, dès qu'on a commencé à fouiller un petit peu dans l'affaire, et bah, ça s'est effondré en même pas plus de 2 semaines, quoi. Donc ça allait très vite parce qu'il y avait quelque chose à voir, hein. L'USDT, pour l'instant, on a essayé de fouiller, on a essayé de chercher des choses qui n'allaient pas. Bah, au final, ça reste toujours debout, et j'espère que ça restera toujours le cas là, à jamais en fait. Donc hier c'était le FOMC, on a eu la décision de la Fed qui maintient les taux à 5,5 points, donc ça c'était le consensus, hein, c'était sûr à 99,9%. En revanche, ce qui était important c'était le discours d'après, où Jérôme Powell en fait il n'était pas si optimiste que ça, et franchement je pense que c'est une bonne chose. Je préfère qu'on soit un peu méfiant sur les marchés et qu'on réagisse bien en cas de bonne nouvelle plutôt que l'inverse, plutôt que être trop confiant sur les marchés et dans le cas d'une mauvaise nouvelle en fait que ça crache. Donc finalement c'est une bonne chose. À chaque fois dans les discours, c'est à chaque fois ce qu'il laisse penser, mais en gros là il laisse tout possible. Tu vois.
il a dit oui, on peut faire ci, mais en fait, on peut faire aussi ça, tu vois. Un peu comme les analyses techniques pendant un quart d'heure, je trouve. Mais en gros, là, on sait pas trop s'il va baisser les taux en mars, et de ce qu'il a dit, on ne pense pas. Mais du coup, si s'il baisse les taux en mars, et ben, ça va être une excellente nouvelle pour les marchés financiers. Ensuite, donc, on a eu l'airdrop de Jupiter, crypto que je ne connais pas, je n'ai pas de dig, mais la chose qui était intéressante, donc faites vérifier hein, si vous êtes éligible ou pas à cet airdrop. Je ne sais pas ce qu'il faut pour être éligible. Moi, je suis très peu sur l'airdrop, je ne consacre pas mon énergie dessus. C'est peut-être une erreur, peut-être pas. Et peut-être que je le ferai plus tard, on verra. Sans doute pendant le bull run, pardon. Mais qu'est-ce qui est intéressant sur ça, c'est que Solana a rencontré des difficultés, donc la blockchain ne s'est pas arrêtée, elle a toujours continué à fonctionner, mais elle était congestionnée. Et donc ça pour Solana, qui était la blockchain la plus scalable en proof of stake, pour un simple airdrop, on va dire, pas en bull run, entre guillemets, même si c'était un gros airdrop, c'est clairement pas une bonne publicité pour eux, et voilà, compliqué quand la blockchain la plus scalable est déjà congestionnée pour un seul airdrop. Ensuite, bah là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on a le cofondateur de Ripple victime d'un hack, 112 millions de dollars. Il y en a qui disent que c'est pas vraiment un hack, il s'est fait exprès pour que lui se sorte des tokens sans que les autres ne le voient. Franchement, j'en sais rien, j'ai pas envie de dire. Juste, j'ai envie de dire, ouais, il n'y a pas de fumée sans feu, tu vois. Le projet il est centralisé, le projet il est pas safe. La grosse majorité des tokens sont sur quelques wallets, et franchement ça fait peur. Et évidemment, je ne suis pas sur ce projet. Et ensuite, la news la plus importante pour moi, c'est simplement le halving. On a eu le TF Bitcoin qui a porté tout 2023. Le prochain gros catalyseur, ça va être le halving. La seule question qui mérite d'être mûrement réfléchie, je pense, c'est est-ce que le bull run, vraiment la phase où ça commence à monter de manière parabolique, la phase d'euphorie en fait des marchés pendant 6 mois, 1 an, où tout monte et tout devient bête, tout le monde devient bête en fait. Est-ce que ça va arriver 6 mois, 1 an après le halving comme d'habitude en fait, et parce qu'à chaque fois on dit cette fois-ci c'est différent. Est-ce que cette fois-ci ça va simplement pas être comme d'habitude, ou est-ce qu'en fait en réalité avec les ETF Bitcoin Spot, ce moment-là ne va pas être plus proche du halving? Et ça clairement c'est possible, et moi franchement bah, c'est ce qui me fait peur, ça fait peur, parce que c'est imprévisible. Et clairement moi par exemple, je sais que généralement le top il arrive entre 1 an après le halving et 1 an et 6 mois après le halving. Généralement le top il arrive dans cette fenêtre là. Mais donc là si par exemple on est accéléré, si on est rapproché, si cette phase est rapprochée du bull run, bah 4, 5, 6, 7 mois plus proche du halving, bah c'est compliqué parce que ça change mes targets de sortie quoi. Et donc ça va être dur à juger, et je pense que pendant le bull run, bah ça va être ma mission principale, en tout cas personnellement, euh, d'essayer de juger ça au mieux afin d'optimiser mes sorties, parce que ça va être le plus important, ça va être le moment où on va sortir. On commence l'analyse graphique sur le Bitcoin comme d'habitude, le roi. Donc pour l'instant, encore une fois, hein, tant que le token respecte ce qu'on a tracé il y a quelques jours maintenant, bah, je vais le laisser. Hein. C'était une jolie poussée et une correction en ABC. Pour l'instant, on respecte parfaitement bien. On a la première A, on est revenu monter la B, et ensuite on attend la C entre les 0,5 et les 0,68 de Fibonacci pour aller chercher, pourquoi pas, cette dernière moyenne mobile et la zone des 38 000 $. Non, ouais, c'est ça, des 35-38 000 $. 32 000, ça me semble un peu compliqué, mais why not, c'est vraiment pas si loin. Donc franchement, ça reste mon scénario privilégié pour l'instant. Et on va voir s'il nous donne raison ou pas. Ensuite, bah, suite au discours qui était vu comme une mauvaise nouvelle, hein, on a les marchés financiers qui ont plié. On voit que c'était des jolis bougies rouges quand même. Les marchés, enfin Bitcoin aussi a chuté. C'est pas non plus un moins 5 ou 10%, mais voilà, c'était une réaction, on va dire, négative suite au discours de la Fed. Et ça va être intéressant de voir comment les marchés financiers vont réagir à l'ouverture. Ensuite, bah, on a XRP qui franchement a pas tant dump que ça suite à la mauvaise nouvelle, mais on voit juste qu'il y a des niveaux où on était il y a très longtemps, hein, pendant plein milieu du bear market quoi. Donc c'est comme je disais dans ma quotidienne d'hier, assez compliqué pour les holders de XRP, et j'espère quand même que ça va bien se porter. Ça m'a donné envie de faire une vidéo que je ferai fin de semaine ou début de semaine prochaine sur toutes les cryptos. Je vais prendre un pari en faisant cette vidéo clairement parce que je m'affiche et voilà, je m'expose, mais je vais prendre toutes les grosses cryptos et je vais faire un pari sur celles qui ne sont plus dans le top 10, et franchement il y en a beaucoup, à horizon un bull run et à horizon 5-10 ans, pourquoi pas. Voilà, je vais essayer de prendre des paris et de jouer un peu sur l'avenir. Ensuite, des patterns intéressantes, bah, on a Polytrade. Vous vous souvenez, on l'a vu hier, on avait dit bah, c'était la même figure de compression qu'on avait vu sur Tao il y a 1 ou 2 semaines. C'était la même chose, on a une jolie bougie d'incertitude avec 2 mèches bien grandes, et ensuite cette bougie d'aujourd'hui qui pump alors que le marché dump. Donc on va dire c'est une des rares fois où l'analyse graphique est assez intéressante à avoir.
Après, évidemment, si le marché continue à plier, Polytrade ne va pas surperformer tout le marché, mais bon, c'était intéressant graphiquement de voir que ça s'est joué comme on avait imaginé que ça se joue. Ensuite, on a Root Protocol qui me semble est dans l'interopérabilité. Je ne connais pas extrêmement bien, mais je sais que c'est un token qui avait le vent en poupe. La team m'a fait une très mauvaise nouvelle en essayant de changer la tokenomics sans en parler à la communauté. Enfin bref, ils ont fait une communication qui était absolument atroce. Et on voit que malheureusement le token n'arrive pas à reprendre de la force. Pourquoi pas? Déjà, je voulais en acheter avant, ici, quand c'était ici. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que c'était simplement un RSI à plus de 70 en weekly. Donc là, le cours chute pas mal, assez fortement. Et je regarderai pour une potentielle entrée légère par rapport à mon capital. Mais si on commence à avoir des figures de retournement, une stabilisation, j'aimerais avoir une stabilisation, un W, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, on a Centrifuge. C'est un fidèle abonné, on va dire, c'est pas un abonné normal, un fidèle abonné qui commente toutes mes vidéos, donc si tu te reconnais, merci à toi, qui m'a parlé de Centrifuge. J'avais déjà vu le nom passer il y a quelques temps, mais j'ai jamais dit. Je sais que c'est une crypto qui est assez capitalisée dans les real world assets. Elle vient dans le top du classement, donc je pense qu'elle a plus de 100-200 millions de market cap. Et j'ai vu qu'elle tenait bien le choc, parce c'est une des rares cryptos à être dans le vert. Et je l'avais sur mes watchlists, donc elle était là. Donc franchement, ça mérite de dig un petit peu. Il me semble qu'il y a beaucoup une sorte de TVL sur cette crypto. Donc franchement, je l'ai ajouté à ma liste de crypto à dig, ça me semble plutôt intéressant. Et aussi, c'est une crypto qui est pas une toute petite market cap. En portefeuille, j'ai trop de cryptos là qui sont entre 50 et 100 millions de market cap. Ça représente trop de risques. Et j'aimerais bien m'exposer un peu plus à des cryptos un peu plus grosses, on va dire en dessous de entre 100 et 500 millions de market cap. Ça me semble déjà une taille moyenne, mais qui me convient bien. Et ensuite, pour finir, on a Tao qui montre énormément de résilience par rapport au marché. On a pump, on ne veut pas corriger dès maintenant, je pense qu'on va aller chercher plus haut, on va attendre que le marché remonte, et c'est très bon signe, une résilience comme ça. Donc ce que ça me fait dire, c'est que je pense que lorsque le marché va connaître, quand le Bitcoin va aller pour des 45-50 000, quand le marché va aller, voilà, va prendre 10-20%, je pense et j'espère que Tao va aller chercher des plus 50, 60, 70%, comme il a l'habitude de nous faire. Et ensuite, on a Caspa, que je passe souvent aussi, qui malheureusement, lui, ne tient beaucoup moins bien, et qui est en train de repasser la clôture daily, elle va être importante aujourd'hui. On voit que la bougie est de toute minuscule pour l'instant. On va voir si on clôture en dessous de ce support ou pas. Et voilà, alors là je pensais à vous faire un petit bilan mensuel avec les bougies mensuelles de quelques cryptos, mais malheureusement je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, donc pourquoi pas le faire demain, ça change pas grand chose, on le fasse aujourd'hui et demain. Peut-être demain je vous passerai les clôtures et les bougies mensuelles sur BTC, Ethereum, notamment c'est eux qui sont le plus importants pour donner le rythme du marché pour ce mois de février. Écoutez, merci à tous pour votre attention, j'ai réussi à faire bien concis aujourd'hui, je suis content. Je vous souhaite une excellente journée, pour ceux qui vont au travail, courage à vous, et je vous dis excellente journée, ciao ciao.